Bonsoir à tous, bienvenue au deuxième numéro de Place au débat sur Shorouk News. L'Afrique est au cœur de l'actualité cette semaine avec évidemment le Forum africain d'investissement et des affaires. Plus de 3000 participants, une centaine d'accords conclus. Nous parlerons aussi de l'autre revers de la médaille, ces milliers de migrants subsahariens expulsés. Nous parlerons également de la France qui a un nouveau Premier ministre et de l'Italie qui perd le sien. Maintenant, place au débat. Bienvenue donc à ce deuxième numéro de Place au débat sur Shorouk News. Nous allons parler évidemment de la place de l'Algérie sur le continent africain avec deux thématiques principales aujourd'hui. Évidemment, le Forum africain d'investissement et des affaires qui vient de se terminer et bien sûr l'autre question, celle qui concerne les migrants subsahariens. Plus d'1 millier d'entre eux ont été expulsés d'une manière inhumaine, comme dirait la Ligue algérienne des droits de l'homme. Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Bonsoir, Monsieur Abdessamad. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Forum des chefs d'entreprise, co-organisateur de ce grand forum dont vous allez nous parler. Avec nous également Dr Mohamed Korglou, bonsoir, de Mondial Care. Vous allez nous parler évidemment de santé et d'Afrique puisque vous êtes aussi un africaniste. Avec nous également Abdelhak Maki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Et bonsoir Moumen Khlil, vous êtes secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Nous allons parler évidemment avec vous de cette question des migrants. On commence avec vous, Monsieur Abdessamad. La semaine a été, disons, chargée, c'est le moins que l'on puisse dire, avec ce fameux forum que vous préparez depuis plusieurs mois. Si vous devriez choisir un mot, un seul, pour qualifier ce forum, lequel vous choisiriez? Un grand sentiment de fierté. C'est 4 mots. De la fierté. 5. De la fierté. Voilà. Pourquoi fierté, Monsieur Abdessamad? Fierté, c'est d'avoir réuni à Alger, en Algérie, plus de 3500 personnes dans 1200 entreprises étrangères. Et parmi ces 1200 entreprises étrangères, 1 millier de chefs d'entreprise, d'hommes d'affaires africains. C'est un vrai tour de force pour l'Algérie, pour la diplomatie économique algérienne et pour les entreprises algériennes. Et concrètement, qu'est-ce qui va changer aujourd'hui dans nos rapports économiques ou politiques avec l'Afrique? Mais avant de répondre à cette question, M. Abdessamad, est-ce que les Africains étaient présents en force? Parce que le premier jour, on disait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Je vous donne les chiffres, le nombre de badges et les arrivées. Près de 1000 hommes d'affaires africains étaient à Alger. Beaucoup d'entre eux étaient à Alger pour la première fois. On découvert notre pays, on découvert ce qu'a réalisé notre pays pendant aujourd'hui plus d'une quinzaine d'années. Les infrastructures algériennes, ils ont apprécié Alger et surtout ce grand centre. Mais derrière tout ça, ils ont surtout rencontré des chefs d'entreprise algériens et surtout découvert des produits de grande qualité et aussi des hommes et des femmes, chefs d'entreprise algériennes et des entreprises d'une grande qualité qui ont pu échanger et aboutir, peut-être qu'on reviendra un peu plus tard, à des premiers contacts. Une centaine de contacts ont été, quand je dis contacts, accords, protocoles ont été signés. La première fois qu'un pays africain regroupe 40 chambres de commerce sur un seul pays. 40 chambres de commerce ont été à Alger et ont signé un accord de coopération sur plusieurs volets hier à Alger. Ça, c'est une véritable victoire pour notre pays, véritable victoire pour cette organisation. Ça a été très dur, Khaled Drani. C'est un travail qui dure depuis une année, il y a une accélération depuis 6 mois avec la mise en place de ce comité de préparation dont le Forum des chefs d'entreprise faisait partie. Sincèrement, nos objectifs étaient en dessous de ce qui a été réalisé en termes de quantitatif, mais surtout en termes de qualitatif. Donc globalement, vous êtes satisfait du déroulement de ce forum. Qu'est-ce que vous inspire le déroulement en Algérie de ce grand forum africain qui a regroupé plus de 3000 personnes et qu'on annonce depuis des mois? Je crois qu'on ne doit pas oublier quand même le prestige dont bénéficie l'Algérie depuis très très longtemps dans le continent africain. Pour connaître un peu ce continent et avoir voyagé,
l'Algérie est un pays prestigieux aux yeux de tous les Africains, sans exception. Ça, c'était avant. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et nous allons en parler. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Je vais vous dire pour quelle raison. C'est toujours le cas. C'est-à-dire sur toutes les grandes thématiques de coopération ou des thématiques politiques, l'Algérie a pris toujours les devants africains et qu'elle s'est montrée décisive dans ses décisions politiques, je parle. On peut prendre la question du NEPAD comme on peut prendre la question du mécanisme africain d'évaluation entre les pays pairs, où le président de la République a été volontaire pour que l'Algérie soit... Vous parlez du NEPAD? Oui. Une coquille vide, selon certains. Oui, mais peu importe une coquille vide. À moitié vide. Oui, mais peu importe une coquille vide ou à moitié vide ou à moitié pleine. La question, c'est le projet de société qui compte. Il y a un projet à travers le NEPAD, comme il y a un projet avec l'agenda 2063 en ce qui concerne les Africains. Moi, je me réjouis que les Africains se pose justement en prospectiviste, si je puis dire, ou en futurologue, en disant nous voulons construire l'Afrique de 2063. C'est un progrès immense que les chefs d'entreprise se rencontrent entre eux. Ça veut dire qu'on a vaincu la mentalité coloniale. Je me souviens, jeune étudiant, avoir écrit un article que j'avais présenté à l'Association des étudiants d'Afrique noire à l'époque, en 1975, en disant « décoloniser les mentalités pour construire l'Afrique ». Je crois que c'est un pas dans le processus de la décolonisation des mentalités. Une décolonisation économique un peu? Oui, décolonisation. Qui dit décolonisation des mentalités, ça veut dire casser tous les prismes qu'il y avait dans le regard des Africains sur eux-mêmes, mais en même temps créer une nouvelle économie. Et je pense que le Forum des chefs d'entreprise s'inscrit également dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et que les Africains aujourd'hui doivent s'attaquer aux infrastructures. Je tiens à préciser, ou comme vous le disiez, le NEPAD est une coquille à semi-vide. Elle est à semi-vide parce qu'on n'a pas jeté les bases essentielles, infrastructurelles, et qu'aujourd'hui, moi ce que je sais par exemple, un pays comme le Burkina Faso a 18 000 tonnes chaque année de perdus en mangue que les Algériens ont besoin de manger de la mangue. Mais comment expliquer... Et donc il va falloir faire des infrastructures pour que le commerce intra-africain soit réel. Vous parlez de la présence algérienne en Afrique. Comment expliquez-vous que le président Abdelaziz Bouteflika, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1999, n'a jamais effectué de visite officielle dans un pays africain? Quelle signification on peut donner à cela? Écoutez, aucune visite officielle en Afrique. Écoutez, en fait, pour avoir été témoin en participant à un colloque sur les chercheurs et des Africains sur les questions du développement, je me rappelle, c'est parce qu'en fait, on peut parler de M. Bouteflika ou de n'importe quel homme politique, mais il y a une réalité africaine, c'est le statut de l'Algérie en Afrique. Et donc, les organisateurs à l'époque m'avaient obligé d'être simplement observateur. Et quand j'avais dit à certains de mes amis à l'époque africains que j'étais en statut d'observateur, je ne pouvais pas prendre la parole. Il y a eu une révolte et on a imposé à ce que je puisse prendre la parole et parler en tant qu'Algérien. Il faut comprendre que pour l'ensemble des pays africains, l'Algérie équivaut à ce que les Algériens voient en Espagne. Mais depuis quelques années, le gouvernement est un petit peu absent sur la scène africaine. Est-ce que le FCE a pris l'initiative? Est-ce que c'est une volonté aujourd'hui du patronat que vous représentez, M. Abdesmod, de s'impliquer davantage en Afrique? Est-ce votre nouvelle stratégie? Ça s'inscrit dans une stratégie globale. Le FCE ne pourra pas entreprendre une stratégie solitaire pour aller en Afrique. C'est une stratégie globale, c'est une stratégie qui s'inscrit dans la stratégie de l'État. Et ce résultat qu'on vient d'obtenir est le résultat d'une formidable coopération, en particulier avec un ministère des Affaires étrangères. On a l'habitude de travailler avec les ministères économiques, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, mais c'est la première fois qu'on a un projet avec lequel on s'est mis maintenant depuis 6 mois, avec ce grand ministère qui est aussi une fierté parce qu'on a travaillé avec des hommes et des femmes d'une très grande qualité et qui nous ont permis aussi de connaître les réseaux africains algériens. Ces réseaux sont intacts, ces réseaux sont très influents, nous l'avons
confirmé avec ce résultat qui a été obtenu en termes de participation, mais en termes aussi de qualité de personnes qu'on a pu toucher à travers notre appareil économique. Peut-être que cet appareil diplomatique était plus poussé, plus positionné sur la partie politique, et l'Algérie, sur cette partie-là, il ne faut pas avoir la mémoire courte, a pesé sur l'ensemble des conflits qui ont touché l'Afrique, sur l'ensemble des conflits qui ont touché notre profondeur stratégique qui est le Sahel aujourd'hui, mais aussi le président de la République a pris une décision d'effacer la dette de 20 pays africains sans aucune contrepartie. Il n'y a aucun pays au monde qui a pris une décision pareille. Les Africains retiendront cette décision pendant très très longtemps, M. Drani. Docteur Gorglou, vous êtes un des Algériens qui connaissez le mieux le continent africain, puisque vous travaillez dans le domaine médical. Quelque chose à ajouter avant d'aller sur un autre plan? Je relève quelques idées très intéressantes. D'ailleurs, ce matin, je rentre de Niamey. J'ai passé les 3 derniers jours à Niamey. Pour revenir sur le forum des chefs d'entreprise africains, enfin le forum qui a eu lieu, forum africain d'investissement et des affaires. Absolument, qui a eu lieu à Alger. Les yeux à Niamey étaient rivés sur Alger, ce qui donne quand même un indicateur assez important du fait que l'Algérie est un pays, pour les Africains et surtout les pays limitrophes, c'est un pays qui est un pays développé, est un pays modèle. La décolonisation de l'esprit, ça je suis entièrement d'accord, et je crois que c'est un concept aussi qui est en train de se diluer dans le temps parce que nous sommes face à une nouvelle génération d'investisseurs, de politiciens, etc., qui n'ont pas connu cette période-là. En conclusion, sur ces deux idées-là, il y a un réel travail à approfondir et à faire autour de nous, autour des pays qui sont limitrophes. Je reviens du Niger, la semaine prochaine je serai au Burkina Faso. Il y a énormément d'opportunités économiques et c'est le meilleur facteur, je veux dire, c'est un facteur qui va nous protéger en fait de toutes sortes d'extrémismes si on abonde dans le sens d'un développement économique certain. Moumen Khalil, vous êtes... Oui, allez-y, M. Maki. Rapidement. En fait, il ne faut pas oublier que l'Algérie est le chantre de la coopération sud-sud. C'est-à-dire que la thématique de la coopération sud-sud soulevée à la fois au niveau des Nations Unies et au sein de l'Union africaine comme dans d'autres forums internationaux, c'est l'État algérien qui a promu pour la première fois l'idée de la coopération sud-sud. Et qu'elle commençait à l'époque, je parle déjà des années 70, à la conférence des non-alignés en 1973, à l'époque, on voyait justement cette coopération inter-africaine ou infra-africaine. Excusez-moi, professeur, revenons encore 10 ans en avant, c'est que l'Algérie était le zoom par rapport... a permis la décolonisation Mais quand vous dites que l'Algérie est tournée vers le sud depuis quelques années, elle se tourne aussi vers le nord. Est-ce que vous reconnaissez ce constat, M. Maki, ou pas? Oui, est-ce que vous reconnaissez? Écoutez, comme j'avais écrit un article sur le développement endogène, l'endogénie ne veut pas dire une rupture. Veut dire tout simplement connaître ses propres forces, comme le fait actuellement le Forum des chefs d'entreprise. C'est que pour la première fois, les chefs d'entreprise vont connaître leurs forces individuelles et collectives. Et ça, c'est très important. Mais en même temps, ça n'exclut pas l'exogène. C'est-à-dire que si on veut construire des sociétés solides, au niveau, parce qu'il y a un problème à la fois éthique, c'est-à-dire que tous les pays africains ne sont pas riches. Donc il faut un substratum solide, mais en même temps, on a besoin du reste du monde. On ne veut pas se couper, ou l'Afrique ne veut pas se couper du reste du monde. Merci, M. Maki. Moumen Khalil, vous êtes le secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Nous parlerons bien sûr plus tard de cette question des migrants qui nous interpelle tous aujourd'hui en tant qu'Algériens, après ce qui s'est passé. Vous êtes appelé à travailler avec beaucoup de ligues africaines des droits de l'homme. Est-ce que l'Algérie a vraiment sa place dans ces pays, dans cet espace, selon vous, quand vous discutez avec tous vos collègues militants des droits de l'homme des pays africains? Que vous disent-ils de l'Algérie? Effectivement, l'Algérie déjà est un idéal pour eux, par notre passé en tant que peuple, en tant que mouvement de libération. Ça, c'est fondamental dans l'esprit de nos frères africains. Mais aussi, l'Algérie est une déception parce qu'ils ne comprennent pas
comment, avec un tel potentiel, l'Algérie ne fait pas assez pour ses propres enfants et ne fait pas assez pour toute l'Afrique. Donc cette image un peu contradictoire que nous envoyons laisse les militants, ou plutôt les peuples africains en général, dans une attente et une déception. C'est-à-dire une déception par rapport au potentiel que nous avons et une attente par rapport à ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, en matière économique, mais surtout en matière d'idées, de valeurs, de démocratisation. Est-ce que c'est une plus grande déception lorsqu'ils voient de quelle manière certains migrants sont traités en Algérie, M. Khalil? Est-ce que c'est facile pour vous, en tant qu'Algérien, en tant que secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l'homme, de défendre parfois l'indéfendable avec vos collègues africains? Qu'est-ce que vous leur dites à ces Africains lorsqu'on vous pose la question de la manière dont les migrants sont traités en Algérie, ou certains migrants? C'est l'incompréhension, c'est l'indignation. Ils n'arrivent pas à comprendre comment un pays qui a souffert et qui est aussi un pays exportateur de migration. Donc il ne faut pas oublier que les Algériens, par l'histoire, ont migré vers les différents contrées du monde, notamment en Europe du Sud. Et donc ils connaissent notre réalité aussi, ils connaissent l'histoire des Haragas. C'est eux. Parce que là, on oublie que l'Afrique, et en ce moment, étant aussi en développement, les peuples africains sont, j'allais dire, branchés au monde. Donc ils sont à l'écoute, ils regardent ce qui se passe dans les autres pays, notamment le nord de l'Afrique, et ils nous jugent, disons, sévèrement par rapport à nos manquements en matière de démocratisation et en matière d'accueil des migrants africains. Monsieur Mekki, l'image de l'Algérie, est-ce qu'elle est écornée un peu lorsqu'on... Ah oui, en tous les cas, de ma part, elle est écornée et terriblement. Quand même, j'ai défendu aussi les droits de l'homme et je ne peux admettre une telle attitude, même si, au fond, on peut justifier ça du point de vue du droit. Il n'empêche que la solidarité, nous l'avons prônée et que c'était une solidarité sans condition. Vous avez parlé de la dette qu'on a effacée, mais en fait, on l'a effacée par humanisme. On ne l'a pas effacée d'un point de vue économique. Bien sûr, parce que nous savions qu'aucun pays qui était endetté n'avait la capacité de rembourser cette dette. Exactement. Donc, quand on fait un élan de ce genre, on ne peut pas comprendre comment une telle politique ne respecte pas l'homme. Et qu'en fait, la question humaine en Afrique, elle est centrale. Pourquoi elle est centrale ? Parce que tous les régimes que nous avons eus depuis l'indépendance des États africains sont des régimes qui ont ignoré littéralement l'homme et qui n'ont pas mis au centre de leur réflexion l'homme. Il reste une chose, c'est que l'Afrique, pour tous les experts du monde sur le plan économique, c'est elle qui va porter l'économie mondiale. Est-ce que l'Algérie a raison aujourd'hui d'envoyer des émigrés qui viennent pour des raisons économiques? C'est le sujet. Je crois non, la solidarité nous impose d'accueillir nos frères, parce qu'il s'agit de nos frères. Absolument. Nos frères qui ont des difficultés. Ça sera le thème de la deuxième partie pour revenir au Forum africain qui fait quand même l'actualité. Monsieur Abdesmod, en tant que vice-président du FCE, vous êtes le co-organisateur. Vous avez parlé d'un succès, vous avez parlé de fierté. Concrètement aujourd'hui, que peut-il ressortir d'un tel forum? Quels sont les dividendes et surtout les projets à venir? Aujourd'hui, le forum est terminé, mais qu'adviendra-t-il de l'avenir, de la suite? Est-ce qu'il y a une suite? Le forum n'est que le début d'une grande aventure pour les entreprises et pour l'économie algérienne, pour notre pays d'une manière générale, parce que ces relations que je reconnais aujourd'hui, le crédit est intact pour la plupart des pays, pour la plupart des personnes. Vous l'avez constaté pendant ce forum? On l'a constaté. Vous l'avez constaté? On l'a constaté par les Africains, mais on l'a aussi constaté par nos invités qui viennent de l'extérieur de l'Afrique. Oui. Des Américains, des Asiatiques, des gens du Moyen-Orient, des Européens, mais surtout des Américains qui venaient pour la première fois, ont ressenti des vibrations et une énergie qu'ils n'ont pas ressentie sur d'autres forums. Ça, c'est la première constatation. Ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'écrire une stratégie. Ce n'est pas d'organiser un forum pour organiser un forum. Aujourd'hui, nous avons confirmé une chose, c'est l'attractivité et l'intérêt qu'ont ces opérateurs pour l'Algérie. Ces opérateurs ont découvert des collègues
chefs d'entreprise ont découvert des produits d'excellente qualité. Ben, ils ne savaient pas que nous avions 2 pôles majeurs pharmaceutiques en Algérie, à Alger et à Constantine. Nous, on n'avait pas un pôle électronique à Borj-Bouari, qu'un pôle mécanique est en train de se monter, que de produits aujourd'hui. On se soigne en partie avec des médicaments algériens, on consomme de l'agroalimentaire algérien, on consomme également des produits électroniques algériens qui commencent à être en Afrique. Qu'est-ce qui va se passer par là? Nous sommes des gens pragmatiques. Nous avons avant le démarrage de ce forum, nous avons mis en place un comité de pilotage stratégique qui sera opérationnel, qui est opérationnel aujourd'hui avec un cœur qui est composé de ces pionniers qui sont déjà en Afrique. Il va être chargé de faire quoi? Déjà de mettre en place l'exécution de l'ensemble des recommandations de ce qui a été signé pendant ce forum, mais surtout de continuer à écrire cette stratégie qui sera adossé à 3 leviers majeurs. Un levier transport logistique pour faire de l'Algérie ce hub africain, cette porte africaine à travers le port-centre, la transafricaine, 2 pôles industriels, on l'espère, avec des zones franches au nord et une zone logistique. Vous imaginez une zone logistique à Tamanrasset? Faire de l'Algérie le plus grand transporteur pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Combien d'entreprises, mais surtout, combien d'emplois vont être créés sur ces régions-là? Quand on revient à la question sociale, quand on revient à la question de stabilisation de cette profondeur stratégique, nous avons une vue et une vision très stratégique pour notre déploiement, pour l'internationalisation de nos entreprises, mais qui s'intègre aussi sur cette vue, cette stratégie de notre pays, de notre diplomatie. Alors, M. Abdessamad, comme tout grand rendez-vous économique ou politique qui se tient, il y a toujours des polémiques en périphérique, il y a des couacs, beaucoup de gens ont critiqué l'organisation, ils ont parlé d'un problème de badge, d'un problème de présence, d'un problème de visibilité. Bien sûr, il y a eu l'incident, on ne sait pas si on peut parler d'incident ou pas, de la modératrice du ministère des Affaires étrangères. Vous allez évidemment nous en parler parce que nous devons en parler. Mais d'abord, on va regarder ce sujet un peu. Nabila Hussein nous a résumé un petit peu la situation qui a prévalu le jour de l'ouverture et le jour de la clôture. Il paraît que le programme était clair. Abdelmalek Sellel s'exprime en premier. Ramtan Lamamra devait prendre la parole en deuxième. Et Ali Haddad était prévu en 4e intervenant. Le prochain sur la liste est M. Ali Haddad. S'agit-il alors d'une défaillance dans l'organisation? Selon le chef du FCE, il n'en est rien. Il rejette la faute sur l'animatrice. Le Premier ministre, avec son gouvernement, devait quitter la salle juste après le discours du Premier ministre. L'animatrice, au lieu de marquer un temps et de dire « je demande au Premier ministre ou à tout le monde de marquer 5 minutes de pause ou un moment pour que le Premier ministre se retire », elle ne l'a pas fait. Elle m'a invité et je ne suis pas censé de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans le protocole. À la question « Qui n'a pas bien fait son travail ?», encore une fois, l'animatrice qui est, souligne-t-on, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères est pointée du doigt. Quand elle m'a invité, immédiatement, je suis monté et là, j'ai fait mon discours, j'ai marqué un arrêt avant d'entamer mon discours pour que le Premier ministre se retire. Et j'ai entamé mon discours, la salle était pleine. Mieux encore, selon le chef du FCE, tout se passe donc bien avec le Premier ministre et le gouvernement. Bonne relation avec le gouvernement ou pas, néanmoins, cet incident aura coûté au FCE le boycott de la presse publique. Monsieur Abdessamad, est-ce que le ministre des Affaires étrangères aurait dû être le deuxième personnage à intervenir après le Premier ministre? Ces questions-là de protocole sont réglées par le Premier ministère, par les Affaires étrangères, et le FCE n'est pas du tout impliqué sur cette partie-là. Ce que je peux dire par contre, et votre sujet est clair, les images sont claires, c'est un malheureux incident, flottement d'organisation et protocolaire
Que voulez-vous que je rajoute par rapport à votre sujet? Le Premier ministre s'exprime, on appelle le président du Forum des chefs d'entreprise, qui va à la tribune. Pourquoi faire? Pour faire son discours, alors que le programme que nous avions tous, juste avant l'entrée, c'était une allocution de Monsieur le Premier ministre, Abdel Sellel, qui devait quitter la salle avec une bonne partie du gouvernement, et l'allocution du président du FCE qui devait suivre. Voilà ce que nous avions dans le programme qui était à notre disposition, sachant que toutes ces affaires protocolaires ne sont pas gérées par le FCE. Voilà. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a quitté la salle au moment où débutait le discours de Ali Haddad? Encore une fois, ça a été expliqué par le président du FCE et sur votre sujet, le Premier ministre devait quitter la salle. Alors dans ce cas-là, pourquoi tous les membres ont aussi quitté la salle avec lui et les ambassadeurs? Non, les ambassadeurs étaient là. Je ne sais pas qui a quitté exactement, l'ensemble ou pas. Très sincèrement, ce que je sais, c'est ce qui a été rapporté, c'est ce que tout le monde a vu. Il y a eu un flottement, le président s'est exprimé là-dessus, il y a eu d'autres flottements aussi dans l'organisation qu'on reconnaît. C'est une organisation d'un événement planétaire. 4000 personnes dans un nouveau centre. Oui, on a eu quelques soucis de badge, on a eu quelques soucis logistiques, mais les choses se sont très bien passées. Cet incident, je pense qu'il est clos. L'ensemble des partis se sont exprimés là-dessus. Monsieur Lamamra était toute la journée, il a reçu des délégations, des chefs d'entreprise. Il a été présent pendant toute la durée de ce forum. Monsieur Bentarfa, notre ministre de l'énergie, a fait un excellent panel, un excellent débat sur les questions énergétiques. Il faut retenir cette énergie, il faut retenir cette dynamique, il faut retenir surtout que l'Algérie a mis en avant son économie, ce qu'elle a construit en 15 ans, ses infrastructures, mais surtout la compétitivité de son appareil économique. Dans le programme, M. Abd Samad, en tant que vice-président du FCE, dans le programme d'ouverture, on dit que c'est le ministre des Affaires étrangères qui devait intervenir après M. Sellel. Qui devait, dans le programme, intervenir après M. Sellel? Est-ce que c'est M. Haddad ou est-ce que c'est M. Lamamra? C'est la question. Vous voyez les images, vous voyez qui on a appelé après Monsieur le Premier ministre, et à ma connaissance, à notre connaissance, il devait y avoir 2 allocutions. Seulement. Donc pour vous, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce ne devait pas intervenir? Dans le programme Pourtant, dans cette intervention, son président dans le programme. Oui, dans le programme, mais qui a changé. Ah, donc à quel moment le programme a changé? Je ne sais pas. Moi, j'étais plutôt occupé sur d'autres questions. À ce moment-là, logistique, comme vous les avez proposées. Mais nous, on s'en tient à ceux qui organisent cette partie-là, protocolaire, qui ne dépend pas du FCE. Le président du FCE, vous imaginez, devant une salle de 4000 personnes, appelé à monter sur la tribune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à sa place? Il est monté, il a commencé son discours. Donc vous êtes d'accord avec M. Haddad quand il dit que c'est essentiellement la faute de la modératrice, ou c'est un flottement dans l'organisation? Je pense que c'est un flottement dans l'organisation, un couac malheureux pour cette grande... Absolument, M. Abd Samad. Pour ce grand forum, ce grand rendez-vous, mais surtout cette grande réussite pour notre pays. M. Abd Samad parle du terme malheureux. Je vous pose la question, M. Mekki, est-ce que c'est malheureux que le Premier ministre et le gouvernement quittent la salle devant le regard ébahi des participants étrangers et algériens qui n'ont rien compris? Je crois que ce n'est pas normal qu'il y ait eu un couac, et j'ai utilisé le terme couac, qui a été repris. M. Abd Samad a utilisé le terme flottement. Flottement, mais en fait c'est un couac. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, un Premier ministre se retire normalement, c'est prévu protocolairement, parce qu'en fait, il a son propre agenda. Non, le Premier ministre a bien précisé dans son discours, vous l'avez, que c'était un forum économique et qu'il souhaitait surtout que ce soit les hommes d'affaires qui restent ensemble, avec quelques présences d'un certain nombre de portefeuilles économiques, dont M. Boutarfa, sur les questions énergétiques. Mais c'était prévu. Le Premier ministre devait faire son allocution et devait se retirer. Ça, c'était prévu, on le savait. Il a autre chose dans son agenda. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas essayé de rattraper après le coup.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, je parle de l'extérieur, bien sûr, M. Abdessamad, je ne suis pas au sein du forum, mais je ne participe pas. Mais de l'extérieur, comment je peux interpréter ça en tant que politologue? S'il y a eu un couac de la part de la présentatrice, il aurait fallu peut-être organiser une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères et expliquer qu'il y a une harmonie absolue. Même s'il y a des ministres qui ont présidé des tables rondes, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, j'imagine que si je devais diriger une table ronde, je ne peux pas à la dernière minute, par solidarité, dire je m'en vais, parce que ça veut dire l'échec de tout le forum. Donc il y a un fait, c'est que le forum, comme le forum de Davos, comme tous les forums, s'inscrivent à l'intérieur d'une politique étrangère et que forcément, on doit manifester la présence des affaires étrangères. Plus on est en Algérie, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est le gouvernement qui oriente la politique économique et la politique des entreprises et industrielles. Et donc, il est important de rattraper le coup et de dire, ben voilà, on aurait fait une conférence de presse, expliquer, et puis surtout montrer la capacité des Algériens à travailler ensemble malgré ce couac. Apparemment, c'est ce qui a été fait dans le travail, mais l'opinion publique ne comprend pas cette attitude, j'imagine, d'après mes lectures de la presse et les réactions des uns et des autres. Et on a le sentiment qu'il y a un problème, alors que je prends acte, c'est Abdessamad, alors qu'il n'y a pas de problème. Mais l'opinion publique a le sentiment qu'il y a un problème. Merci, M. Mekki. Momen Khlil. Enfin, si l'opinion publique algérienne constate qu'il y a un problème au sein du gouvernement ou de ses partenaires, je peux vous dire que l'opinion publique africaine a été directement captée par l'opération des expulsions au même moment qu'un forum africain se tient. C'est-à-dire que nous avons envoyé une image catastrophique auprès de l'Afrique. Moi, personnellement, j'ai été contacté par un média du Côte d'Ivoire. C'est la première fois que je suis contacté par un média en Côte d'Ivoire pour parler de la situation des migrants. Et non pas du forum. Vous me tendez la perche, puisque nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce débat. C'est évidemment l'autre revers de cette médaille sur l'appartenance algérienne à l'Afrique, avec cette question de plus de 1200 migrants subsahariens qui habitent depuis maintenant plusieurs années au quartier de Bouchbouk, à Del Ibrahim, à Alger. Ils ont été expulsés, mani militari, pour des raisons que nous allons expliquer aujourd'hui. Ils ont été emmenés de force vers Zeralda, puis de là-bas transportés vers la wilaya de Tamanrasset. Et après, avec l'autorisation et l'accord de leur gouvernement, ils sont en train, au moment où je vous parle, à être rapatriés dans leur pays, notamment au Niger, au Mali et au Tchad. On passe donc à la deuxième partie de Place au débat. Mais avant d'entamer le débat, Mehdi Aït Mehdi est parti à Bouchbouk, dans ce quartier de la capitale où tout a commencé. La semaine dernière, près de 1400 migrants subsahariens ont été arrêtés sur ordre des autorités algériennes après des rafles ayant eu lieu dans plusieurs quartiers d'Alger. C'est ce qu'a annoncé la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Dans le quartier de Bouchbouk à Del Ibrahim, ce sont de violents affrontements ayant opposé des migrants à leurs voisins algériens qui ont mis le feu aux poudres. Chaque camp accusant l'autre, il s'agirait en fait d'une mésentente entre deux jeunes qui auraient dégénéré. Il commençait à y avoir entre citoyens des petits picotements jusqu'à la journée de samedi où il commençait à avoir une guérilla. Donc les migrants ne pouvaient plus rester sur place et les citoyens ne voulaient plus d'eux. Donc il y a eu la décision de transférer ces migrants, ou ceux qui ne sont pas en règle, ils vont rejoindre probablement leur pays respectif. Et voilà, le calme est revenu. En attendant d'être définitivement expulsés vers leur pays d'origine, les migrants ont été acheminés vers différents centres de rétention, à Zeralda notamment, ou encore dans le sud du pays, à Tamanrasset. Pendant ce temps-là, dans la capitale, les migrants vivent désormais cachés, dans la peur d'être expulsés. Et voilà, certaines images que vous venez de voir sont exclusives parce qu'elles ont été envoyées par des habitants à notre journaliste Mehdi Aït Mehdi et que nous avons donc diffusé ce soir pour la première fois. Quand on parle avec les habitants de ce quartier, on comprend évidemment leur désarroi.
Mais lorsqu'on voit aussi la manière avec laquelle ces migrants ont été expulsés, on ne comprend pas aussi. Quelle est aujourd'hui la réaction de la Ligue algérienne des droits de l'homme? Moumen Khlil, il faut expliquer aussi que vous êtes membre d'une plateforme donc, qui a été créée. Si vous pourriez un peu nous présenter rapidement cette plateforme avant de commenter ces images. Effectivement, c'est en relation avec la situation de la migration en Algérie. Donc, la société civile essaye de se mobiliser pour apporter une contribution dans le traitement de la question migratoire en Algérie selon les normes internationales et dans le respect de la dignité humaine. Et donc, c'est plusieurs associations dont la Ligue fait partie. Ça fait 2 ans que nous essayons de nous organiser pour amener un plaidoyer sur les droits, l'accès aux droits aux migrants. Parce que nous considérons qu'au-delà de la situation administrative des individus, les individus en tant que tels ont des droits en relation avec leur humanité, en relation avec la personne humaine. Et à partir de là, ces droits doivent être respectés par les autorités algériennes au regard des engagements pris dans le cadre des conventions internationales des droits de l'homme. Donc ce qui s'est passé, et ce qui se passe toujours, est une indignation. C'est inacceptable parce qu'effectivement, vous dites qu'il y a eu un problème. Et je comprends qu'on traite les problèmes par des punitions collectives. Oui. Et ce n'est pas un comportement ou une politique d'un État. C'est-à-dire l'État ne peut pas agir en ayant une approche punitive collective. Docteur Korglou, vous connaissez très bien le continent africain. Nous allons parler de votre activité qui est aussi salutaire puisque vous organisez des séjours médicaux pour les Algériens à l'étranger et vous revenez d'Afrique, un continent que vous connaissez très bien. Est-ce que la voix de l'Algérie risque d'être un peu écornée avec ce qui s'est passé? C'est une question un peu difficile à laquelle il faut trouver une réponse. Mais moi, je dirais, voilà, l'Algérie est un pays qui se développe certainement. L'un des tributs à payer, c'est de devenir et d'être une terre d'accueil, parce que c'est un signe de développement. Et nous devons vivre avec les autres. Notre développement passe aussi par le développement de l'Afrique et principalement les pays qui sont limitrophes. L'Algérie ne se développera pas si ses voisins resteront à l'état actuel. Et l'état actuel, moi j'invite les Algériens à aller visiter ces pays pour découvrir la réalité. Il y a des opportunités d'investissement, il y a des opportunités d'enseignement, il y a des opportunités de coopération. Et ça ne peut qu'être bénéfique et culturellement, socialement, économiquement et surtout sur tous les plans. Donc, soyons fiers d'être Algériens, soyons fidèles aux idéaux des combats de tous les jours et soyons accueillants à ces gens qui ne demandent que de l'aide. Et voilà. Monsieur Abdessamad, vous êtes co-organisateur du forum. Est-ce que ce n'est pas aussi un autre couac? Est-ce que cette situation embarrassante n'est pas venue un peu bousculer l'élan qui a été donné par le forum africain? Parce qu'au moment où vous dérouliez le tapis rouge, un incident Adel Ibrahim et le lier à une date de l'organisation d'un forum. Au moment où on déroulait le tapis rouge à des chefs d'entreprise, au même moment, des Africains étaient maltraités. Est-ce que c'est mauvais aussi pour notre image? Je relève qu'il y a un incident quand même entre des citoyens Adel Ibrahim et des migrants frères africains qui sont sur place depuis des années. Vous l'avez souligné, ça relève du droit, je ne connais pas les détails de cette affaire, bien entendu, mais la réponse est économique, Khaled Drani. Quand sur notre stratégie, on veut aller sur cette profondeur stratégique de l'Algérie, on veut que cette stabilisation, ce rôle stabilisateur que joue l'Algérie aujourd'hui au niveau sécuritaire se transforme aussi en rôle stabilisateur économique. C'est ce qui comptera, c'est ce qui fixera les populations, c'est ce qui créera des emplois, c'est ce qui créera des entreprises. Ça, c'est une véritable réponse. La problématique est beaucoup plus importante. Des Européens ont essayé de répondre à cette problématique depuis des années. Ils ont essayé le 5+5, ils ont essayé l'UMP, ils ont essayé le processus de Barcelone.
de toute façon, tout ce qu'ils nous ont essayé de nous vendre avec des perspectives économiques n'était que pour réguler la migration. Donc aujourd'hui, entre Africains, on se connaît, on a la possibilité de lancer un véritable plan économique. Seule garantie pour l'ensemble du continent et surtout pour les pays limitrophes qui nous intéressent, qui sont encore une fois à notre profondeur stratégique, la seule réponse. Parce que ce phénomène continuera tant que des milliers, des millions de personnes ne trouveront pas d'emploi dans leur pays. Mais ça ne vous dérange pas qu'on déroule le tapis rouge à des hommes d'affaires africains et qu'on expulse des migrants subsahariens? Est-ce que c'est bon aussi pour notre image de pays solidaire et profondément ancré en Afrique? La solidarité de l'Algérie vis-à-vis de ce continent a été démontrée à plusieurs reprises, on l'a dit, sur des positions fortes, sur une dette qui a été effacée sans aucune contrepartie et sur bien d'autres problèmes africains. Donc je pense qu'on n'a pas l'Algérie n'a pas de leçon à recevoir. Cet incident qui a eu lieu, arrivé au même moment que notre forum, c'est encore une fois le hasard du calendrier. Mais on ne peut pas lier le calendrier d'un événement comme ça avec, encore une fois... Monsieur Khalil? Non mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, le paradoxe, il est où? Par exemple, si on prend le discours du Premier ministre Abdelmalek Sellal au sommet Afrique-Europe à Malte, formidable. Effectivement, l'Algérie a fait bloc avec les pays africains pour justement dire que non à la liberté des marchandises exclusivement, il faut aussi la liberté des personnes, la circulation des personnes. Effectivement, ce discours-là a été très bien apprécié par mes collègues africains. Bien sûr, oui. Mais tous les discours sont beaux. Après, paradoxalement, oui, mais paradoxalement, il y a une réalité du terrain également. Non, il y a des problèmes de sécurité qu'il faut aussi traiter. Moi, j'ai parlé avec des gens et j'ai lu aussi la presse, comme vous le faites, sur ce qui s'est passé à Del Ibrahim. C'est pour ça que le détail, je ne le connais pas. Après, peut-être que des mesures ont été au-delà de ce qui... Mais il y a des problèmes sur des quartiers de sécurité qui sont... On laisse continuer rapidement. Fondamentalement, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'Algérie, c'est-à-dire indépendamment du droit, si on rentre dans le débat que l'Algérie a le droit de protéger ses frontières, a le droit de réguler la migration, etc. Si on rentre dans ce débat-là, ok. Le problème, c'est que ces expulsions sont en train de se faire en dehors de tout cadre juridique. Exact. C'est de l'arbitraire, c'est ça ce qui est problématique. Pourquoi? Alors que l'Algérie, justement, résiste aux pays européens pour que les Algériens ne soient pas expulsables et que les Algériens bénéficient de leurs droits en Europe. Alors pourquoi reproduire ce qu'on reproche aux Européens? Pire que ça, parce que ce qu'on fait là, c'est qu'il n'y a aucun cadre juridique. La loi 0811 qui traite de la question de l'entrée et du séjour des étrangers, effectivement, elle dit que les personnes en situation irrégulière sont passibles de peine de prison, etc. On peut discuter cette loi, mais là, on n'est même pas à ce niveau-là. C'est que même cette loi n'est pas effective. On est vers une opération surprise. D'ailleurs, il n'y a aucune communication officielle. Absolument, il faut préciser. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune communication officielle. Il faut préciser aussi que d'après la journaliste Leila Berato, qui est la correspondante de RFI en Algérie, dans le camp de Tamanrasset, les migrants sont en colère, dit-elle. Ils accusent le Croissant Rouge de ne pas leur donner assez à manger, de leur faire payer les bouteilles d'eau. Une autre source également précise que ces expulsions ont été organisées par le ministère de l'Intérieur sans l'accord ni du ministère de la Justice, ni du ministère de la Solidarité, ni du ministère des Affaires étrangères. Abdelhak Maki. Oui, écoutez, on peut trouver tous les alibis possibles. Je n'ai qu'un mot à dire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait en Algérie ce qu'on interdit aux Européens de faire? Non, mais je ne veux pas parler des Européens ni de ça. Il y a d'abord un problème moral qu'il faut aborder. Et ensuite, il y a un problème politique. Alors, je commence par le problème politique d'abord. Qu'il y ait eu des violences entre communautés, je le comprends qu'il puisse y avoir des violences entre communautés. D'autant plus, ne nous cachons pas la vérité. Il y a un rapport de plusieurs associations qui montre qu'il y a violation des droits de l'homme quotidiennement en ce qui concerne les ressortissants africains, qu'il y a du racisme à l'égard des Africains. Bien sûr. Bon, alors que l'État cède à cette sirène-là,
Ça, je ne le comprends pas. Je condamne l'action de l'État, qu'elle émane du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Affaires étrangères ou de la Justice, elle est condamnable parce qu'elle a cédé à la violence de la rue et ça, c'est inacceptable. Je le dis, c'est inacceptable. Si vous permettez pour terminer, c'est inacceptable. Ça l'est d'autant plus inacceptable du fait que, justement, on a pris dans des conditions inhumaines ces gens-là. Nous sommes en train de traiter dans le forum des entreprises des questions de devenir des peuples. On ne peut pas agir au détriment de l'homme de cette façon-là, et ça c'est scandaleux. Je tiens à le dire, l'attitude du gouvernement algérien est condamnable de ce point de vue-là, ne serait-ce que les Algériens doivent la condamner. Et nous avons posé une question, nous sommes sortis dans la rue pour poser une question, parce qu'on se pose souvent la question de l'appartenance africaine de l'Algérie. Est-ce que vous vous sentez africain? Asma Al-Aïd a posé la question. Voici les réponses, elles sont très intéressantes. Le fait de la colonialisation, je ne sais pas, mais je ne me sens pas africaine, je ne sens pas cette culture africaine. Je sens cette culture plutôt, je dirais, européenne. Oui, je suis africain, l'Algérie appartient à l'Afrique, on le veut ou pas. Ben, c'est la géographie, Dieu a créé l'Algérie en Afrique. Et moi je suis africain. Un jour à Paris, lorsque j'ai dit à des Africains noirs que je suis africain, ils m'ont dit que vous n'êtes pas noir. Je dis, mais dans l'obscurité, je deviens noir. Il a commencé à rigoler. Par rapport, je ne sais pas, par rapport, on est méditerranéen si on veut. On est africain, mais on est méditerranéen plus. Oui, je me sens africain. Je suis à 2000% africain. Je l'étais, je le suis. Je suis consciente, vu la géographie, que je suis africaine et qu'on est en Algérie. Mais en fait, mon sentiment réel, je me sens plus proche et orientée vers l'Europe. On est à même pas d'une heure de vol vers Marseille. En géographie, déjà on se situe en nord-africain, on est des Africains. C'est vrai qu'on a des cultures un peu différentes. À mon avis, non, on n'est pas des Africains. Parce qu'on ne fait pas des cultures d'Afrique, il n'y a pas un sens une vie d'Africain. Je ne me sens pas africain, je me sens proche à l'Europe que l'Afrique. Voilà. Ça a l'air bizarre, mais même, je veux dire, même sur le plan climat, même sur le plan physique, je me sens plus orientée vers l'Europe. Mais je ne nie pas que géographiquement, on est bien en Afrique du Nord. Abdelhak Maki, vous avez droit à une seule phrase, c'est celle de Frantz Fanon qui avait dit. Oui, peau noire, masque blanc. Voilà. Docteur Korglou, est-ce que vous vous sentez africain? Complètement, et d'ailleurs je passe mon temps à... Monsieur Abdelhak, vous vous sentez africain? On se sent africain, on se sent méditerranéen. Vous vous sentez africain? Oui. Monsieur Maki, vous vous sentez africain? Pleinement. Pleinement. Monsieur Khlil? Je suis africain. Nous sommes africains. Il faut aussi se sentir, parce que beaucoup d'Européens aujourd'hui ne se sentent plus européens à cause de la crise. Si vous permettez, j'avais quelque chose à dire à M. Abdelsamad, parce qu'il avait parlé de l'intérêt des entreprises algériennes à aller dans les marchés africains. En fait, il ne s'agit pas de faire du libéralisme à l'occidental pour ce qui concerne les pays du tiers-monde. Nous devons inventer une nouvelle politique de l'investissement interafricain. C'est-à-dire que si vous voyez que l'intérêt des entreprises algériennes, nous n'allons pas avancer du tout de ce point de vue-là. Merci, M. Maki. C'est notre axe, c'est de proposer une nouvelle offre. L'offre algérienne sera différente à toutes les offres disponibles aujourd'hui, que ce soit l'offre asiatique, l'offre continentale de certains de pays, l'offre turque aujourd'hui, l'offre japonaise. L'offre française aussi, historique. L'offre algérienne est différente. Mais elle est morale. Merci, M. Maki. L'offre de l'Occident, elle est morale. Merci. Et elle est morale, et donc elle ne tient pas compte des réalités économiques des peuples africains. Docteur Korglou, il faut tenir compte des réalités des peuples africains. Elle perdure depuis des décennies quand même. Docteur Korglou, nous sommes en train de parler de solidarité, d'essayer d'aider un peu ces militants, ces migrants subsahariens. Vous avez une mission assez noble aujourd'hui. Vous aidez beaucoup d'Algériens à aller se soigner, notamment à l'étranger, lorsque le cas le nécessite. Expliquez-nous un peu votre activité aujourd'hui. Pas seulement les Algériens, c'est un service que nous offrons à tout demandeur. À Mondial Care, absolument, basé à Paris, dont le cœur de métier est d'organiser un séjour de soins pour tout demandeur. Pourquoi organiser un séjour de soins? Ça ne s'invente pas. On ne prend pas sa petite valise et on va demander des soins à Paris ou ailleurs sans connaître réellement à quel hôpital ça m'adresser ou à quelle clinique, à quel praticien. Donc ça, c'est notre métier.
on reçoit des demandes que nous allons traduire par ce qu'on appelle un parcours de soins. C'est quoi un parcours de soins? Monsieur, vous allez avoir telle consultation, tel rendez-vous, telle autre chose, au regard de votre état clinique. Quel est le résultat? Une meilleure prestation, une meilleure qualité et surtout, un gain en coût. Puisque les premières statistiques que nous dégageons nous font penser que nous pouvons assurer des économies aux environs entre 25 et 30% par rapport à ce que pourrait payer quelqu'un s'il prend sa valise tout seul. Et combien coûte en moyenne le séjour d'un patient algérien en France notamment? La spécificité algérienne, c'est que l'Algérien se déplace pour des soins qui ne sont pas assurés en Algérie. Et l'Algérie est capable de prendre en charge énormément de pathologies ici localement. Donc ça veut dire que le coût de la prise en charge, le coût moyen de la prise en charge d'un Algérien diffère de celle d'un Nigérien où on a un plateau technique pratiquement inexistant. D'accord. Donc pour l'Algérien, les données dont je dispose avoisinent entre 22 et 30 000 euros le panier moyen. Et ils paient avec leurs propres moyens ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de... Il y a le circuit étatique, oui. CNAS et certaines caisses d'assurance maladie. Et sinon, effectivement, c'est soit des appels de solidarité, soit des fonds propres par compensation. Des tribus qui se mobilisent pour venir en aide. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce deuxième numéro de Place au débat pour parler d'un continent qui nous tient beaucoup à cœur, à savoir l'Afrique. Merci à M. Abd Maki, politologue. Merci Mohamed Khalil, vous êtes secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Merci d'être venu M. Abd Sabad, vice-président du Forum des chefs d'entreprise, et le Dr Korglou, président, directeur médical de Mondial Care. Merci à vous tous pour votre fidélité. Place au débat revient vendredi prochain.